Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, Jason Ruel vient nous présenter différents modèles de caméras. Dans notre reportage, Rémi Boily nous explique comment utiliser des appos pour différentes chasses. Et par la suite, moi, je vous parle de chasse à la sauvagine. Donc aujourd'hui, Jason, tu viens nous parler de caméras. Oui, j'ai emmené une grosse inventaire de caméras parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y en a tellement qu'on peut s'y perdre assez facilement. Je les ai emmenés encore là, je les ai mis par classe un peu. Si on peut commencer ici avec les modèles de base, qui est comme autrefois une caméra bien standard qui prend des photos avec une carte SD. Il faut aller sortir la carte à toutes les fois pour voir les photos. Okay. Soit qu'on l'emmène à la maison avec un ordinateur, ou il existe des systèmes de visionnement. C'est un écran de visionnement, si on veut. Directement sur place. On peut l'utiliser comme ça, comme on peut l'utiliser avec nos cellulaires. OK. Ouais, moi, j'ai un petit mini lecteur là, que je plug dans mon téléphone. Là. Il y a des adaptateurs qui se font pour des téléphones Android ou des iPhones, parce que c'est différent. C'est la façon la plus simple pour voir les photos ou avec un ordinateur. Mais c'est pas tout le monde qui a un ordinateur. C'est pas tout le monde qui veut la traîner dans le bois au prix que ça vaut. Encore dans les caméras standards, j'en ai avec des LED noirs et des LED blancs. Ce que ça fait, les LED blancs, c'est que ça fait une photo en couleur comme autrefois. OK. Parce que des LED noirs, ça fait une photo en noir et blanc. Il y en a qui veulent avoir des photos en couleur, ça existe encore. Sauf que ça émet une luminosité, fait que là, ton gibier peut le voir. Peut être un petit peu plus craintif, des fois, de repasser là. Surtout on dit des fois les gros bocs. Là, les bocs matures, ils aiment moins ça, contrairement à l'aile noire qui est complètement invisible. OK, c'est ça la différence, dans le fond, entre les deux. Exactement. Je le vois des fois là, au coyote, des fois, juste moi, j'en mets pour la prospection là, que je fais durant ma saison de trapage, puis je le vois, là, la caméra part, oups, le coyote se revire directement vers la caméra, puis souvent, il évalue. Il part un petit peu à la course. Là. Il arrête puis il repart. Fait en même temps, ces caméras-là, aujourd'hui, sont dotées de soit photo ou vidéo. Puis présentement, il y en a qui filment en 4K. Fait que l'image est encore plus claire, puis on a le son. OK. Tu as ton son vraiment directement dans ton vidéo. Exactement. Puis quand on tombe dans des caméras un petit peu plus chères, souvent l'écran de visionnement est intégré dans l'appareil. Ah, fait que c'est le fun. Tu n'as pas besoin justement de repartir avec ta carte, tu visionnes, puis ensuite tu n'as pas d'autre chose à traîner. Après ça, on rentre dans le fameux monde des caméras cellulaires. Là aussi, hein, on peut s'y perdre. On peut s'y perdre assez facilement. On va commencer celle-là ici. Ça, c'est un kit que la compagnie a sorti cette année avec un panneau solaire. Parce que, veut pas, une caméra cellulaire, c'est très énergivore. Parce qu'elle utilise de l'énergie pour prendre la photo et pour envoyer ta photo. Fait que c'est beaucoup plus dur qu'un appareil standard. Fait qu'avec le panneau solaire, théoriquement, on touche pas à ça. Tu t'offres plus longtemps. Puis côté écologie aussi, ça t'évite de retourner, mettre des odeurs. Écologique et pratique au niveau... on veut vraiment des gros bas. Des endroits aussi éloignés, tu sais, exemple qu'on descend pas, exemple, à tous les jours ou qu'on n'est pas porté d'y aller, bien, au moins, c'est le fun. Ça permet d'avoir un œil sur le territoire tout le temps. Là. Ça aussi, ça en a un autre modèle. Elle est intégrée directement à l'appareil. OK, oui, le petit panneau solaire il est déjà sur le dessus. Fait qu'on le recharge 24 à 48 heures, on l'installe dans le bois. Et puis, vois-tu, ça, j'en ai installé une, moi, au début, au mois d'avril, puis je dis, elle est encore présentement dans le bois, j'ai pas touché aux batteries. Oh mon Dieu, oui. Ouais, dans le panneau solaire, on a une batterie intégrée. C'est important de rappeler aux gens, par exemple, quand ils mettent un panneau solaire, de le mettre plus possible face au soleil. Et puis aussi, ça dépend. Le monde nous pose souvent la question, comment de temps ça fait? Bien, c'est toujours relatif à la température, au nombre de photos qui se prend. C'est dur de donner un gauge, comme on pourrait dire en anglais. Comment est-ce que ça va durer longtemps? Oui, puis si on reçoit toutes nos photos d'un coup, ou si on reçoit toutes nos photos à toutes les fois, je sais que ça peut changer aussi. Oui, parce qu'un programmant, une fois, 6 fois ou instantané. Fait que si on le met instantané, mais c'est beaucoup plus dur, ces batteries. Et puis, on peut rajouter, si on veut vraiment être sûr, il se vend aussi des batteries au lithium qu'on peut intégrer dans l'appareil. Fait qu'on enlève le casing de batterie 2A, on met la batterie au lithium. Fait que ça te fait comme une sécurité. Fait que là, tu es sûr d'avoir des batteries. C'est une batterie qui t'offre plus longtemps. Là. Exactement. Après ça, ici, on tombe avec un modèle à 2 antennes. Ça, c'est pour aller chercher plus de réseau encore. Parce qu'il y a bien des places que dans le bois, on sait que le réseau n'est pas fort. La double antenne, ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant sur le marché.
OK. Ça pogne, c'est assez spectaculaire comment le réseau rentre dans cette caméra-là. Fait que tu me dis qu'un secteur, exemple, moi en Gaspésie, j'ai pas de réseau, là, je suis à 2 heures d'avoir du réseau, j'aurais des chances que ça pogne. Je dirais pas si tu n'as pas de réseau, ça prend 2 heures, je dirais pas, mais j'ai dit si tu t'en vas l'installer une place que ton cellulaire rentre une barre plus ou moins où il rentre pas, Je vais recevoir. vous allez recevoir les photos. Tandis que les autres modèles, si ton cellulaire rentre une coche, c'est pas sûr qu'elle va toutes vous les envoyer. C'est la problématique, tandis que ceux-là, on va être plus sûr. Ceux-là aussi, j'imagine, ça doit avoir une possibilité de le plugger sur un oui, le panneau solaire, il vient avec. Même chose. Exactement. Le modèle ici, ça c'est mon modèle préféré, la Axis. Le mien aussi. Le vôtre aussi. Ce modèle-là, ce qui est le fun, c'est qu'il est bon pour les chasseurs, le vol et pour les acériculteurs, parce qu'il y a un mode dessus qu'on peut mettre instantané. Fait qu'on peut lui demander une vidéo ou une photo, à l'instant même, on le voit. Ce qu'on ne peut pas faire avec les autres. Tu peux demander en direct. Tu peux demander en direct, sauf que par contre, pour la chasse, c'est pas légal, il faut y mettre un délai. C'est la problématique. Et puis l'autre modèle qu'on a ici, c'était la nouveauté 2024. C'est une caméra 360. Tu as des capteurs tout le tour. Fait que peu importe l'angle que le gibier arrive, le gibier à 4 pattes ou le gibier à 2 pattes, il se fait détecter. Puis la photo se prend panoramique tout le tour. Ah, ça doit faire des belles photos. J'ai jamais eu la chance là, de l'essayer, cette caméra-là. C'est assez spécial. Fait que c'est ça. Peu importe qu'il rentre à gauche, à droite, par en arrière. Souvent, ceux-là qui surveillent les champs, ben là, au moins, tu as des photos. De tous les côtés. Des fois, il arrive, il bloque à côté de la caméra. Ben là, au moins, tu vas voir. Tu vas le poser. Tous les angles. Exact. Ben, c'était super intéressant. On va maintenant se diriger vers notre reportage avec Rémi Boily sur les appos. Bonjour tout le monde, je me présente Rémi Boily. Je suis un passionné de la nature, de la faune, tout ce qui entoure la faune, les gibiers, les cervidés, les oiseaux, tout ce qui grouille dans nos forêts. Je suis un passionné depuis mon temps d'enfance que je me souvienne. Ça me fait plaisir de partager avec vous aujourd'hui les connaissances que j'ai acquises au fil de toutes ces années. Du tir à la carabine, à l'arc, à l'arbalète, de bien faire ses devoirs puis de prendre ses décisions avant de peser sur une gâchette ou tirer son arc. Les vocalises, je suis un passionné de vocalises sur les cervidés, sur le chevreuil et l'orignal. L'oiseau, j'apprends encore beaucoup là-dessus sur les outardes et les canards. Je suis encore en processus d'apprendre. Je n'ai pas autant de connaissances que sur l'orignal et le chevreuil, mais je me débrouille très bien. Après les pièces dégrossies, les appos, avant que la forme soit donnée, sont assemblés comme ça, sont remis dans le tour. Et après, on donne la forme à la peau. Et on peut mettre soit du vernis ou de l'huile, selon ce qu'on aime. Moi, ils sont huilés, ils ont 3 couches d'huile. Puis après, ils sont gravés, sont identifiés au nom du tourneur, concepteur, le nom de la compagnie, le logo. C'est comme on veut. Sur le chevreuil et l'orignal, tous les deux, ces cervidés-là, dans la période de rut, ils ont chacun leur période de rut, l'orignal et le chevreuil. Ils émettent des vocalises. Ils en émettent tout au long de l'année, mais en période de rut, c'est de reproduction. Les vocalises vont être beaucoup plus présentes puis beaucoup plus intenses avec des syllabes, des lettres et des sons demandeurs. Plus qu'on a des territoires, des endroits de chasse où il y a des mâles dominants, que ce soit sur le chevreuil et l'orignal, plus qu'on est sujet à entendre des sons qui viennent de ces chevreuils-là ou orignal. L'orignal, on va être porté, l'humain va être porté à être capable de plus imiter le son de l'orignal avec sa voix ou avec un cornet d'appel. Tandis que le chevreuil, c'est plus dur à reproduire. Il y a certaines personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Ils vont faire des sons de boc avec leur bouche, mais c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui vont être capables de le reproduire. L'orignal, il y a des sons. Ça se reproduit bien à la bouche. Pour imiter des sons d'orignal. Sur le chevreuil, il en fait 4 sons, mais quelqu'un de très habitué qui connaît beaucoup les sons de chevreuil,
il peut en faire plus que ça. Ils ont évalué à peu près 90 sons différents qu'un chevreuil peut faire. Ça fait qu'imaginez-vous. Je vais vous faire une démonstration des sons qu'un chevreuil peut faire tout au long de l'année pour sécuriser son environnement. Le mâle, en période de reproduction, il va imiter des grunts qui suit une femelle ou qui veut délimiter son territoire. La femelle chevreuil, plus en chaleur, qui demande la compagnie d'un mâle chevreuil. Le mâle qui suit en arrière, qui est excité. Il y a d'autres sons, il y a plein de sons que j'aime faire imiter. Quelqu'un qui chasse le coyote. Tu peux imiter un lièvre en détresse. Le cri d'un écureuil pour camoufler ses sons. Tu es à la chasse, tu as fait un crack, tu t'en vas à ta chasse au chevreuil, tu veux camoufler tes erreurs, un son d'écureuil, c'est un son passe-partout. C'est pour vous montrer qu'il y a d'autres types d'appos qui existent pour imiter plein de sons. Et sur l'orignal, j'en reviens à le dire, c'est beaucoup à la voix qu'on va les imiter avec nos mains. Le chevreuil, c'est des appos. Il y a même des appos qui sont avec un élastique qui vont imiter un chevreuil, un son de femelle qui fait un son de prise de contact. Il y en a que c'est un morceau de bois avec que tu vas gratter pour continuer avec l'appôt à chevreuil. C'est pour vous montrer c'est quoi qui fait le son. Ça, c'est une coquille avec ce morceau-là en dedans, la hanche. C'est ce qui fait le son. Il y a des appos. Selon les températures qu'on chasse, plus qu'on va chasser tard en novembre, quand il fait froid, c'est important de vérifier, s'informer si l'appôt va bien travailler au froid. Si c'est une hanche en bois, ça évite beaucoup des sons qu'il va bloquer, qu'il ne gèlera pas. Il n'est pas supposé avoir de problème là, par grand froid. C'était pour vous montrer ce que c'était le morceau qui faisait le bruit. La peau, la grosseur de la peau, la grosseur du trou, tout a rapport avec le son que je voulais aller chercher. Tout est mesuré, tout est calibré. Oui, le chevreuil avec la taxidermie ici, c'est un chevreuil de 9 ans et demi. C'est une dent qui a été coupée, analysée. L'autre qui est ici, c'est un chevreuil de 3 ans et demi à 4 ans et demi. Quelqu'un qui va dire oh, la dent ne veut pas t'enlever. C'est un chevreuil qui était quand même assez gros. C'était tout pas mal de même grosseur. C'est des chevreuils qui ont été prélevés sur le câble du chevreuil avec des sons de femelle. La plupart, c'était avec des sons de femelle. Seulement le mat que j'expliquais tantôt, un cri de prise de contact. J'ai grunté pendant une demi-heure de temps sans arrêt pour le faire sortir. Lui, il les avait fait dans les années 90, mon ami Paul Gagnon. Il les avait fait, ces appos-là. Puis il est venu me chercher pour que je continue, pour continuer cette histoire-là que lui avait eue pendant quelques années, puis qu'avec le fil des temps, ça avait arrêté à cause de maladie. Ça fait que, il me dit, Rémi, ça ferait un beau complément à ta compagnie avec tes vocalises d'orignal. Il dit, je sais que tu es capable de le faire. Ça fait que je l'ai encore monté encore plus haut que le sien. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, tu as encore mieux réussi que moi. Puis, je suis très fier de ça. Là, puis, c'est un beau cadeau que Paul m'a fait de me mettre son câble dans les mains pour que je le monte encore plus haut. C'est un gros avantage d'avoir un appôt. Peu importe que ce soit un appôt ou pas, imiter un son. Si tu rentres dans la forêt et que tu es un loup, tu pars dans mon livre à moi avec une barre au départ. Si tu rentres en forêt et tu chasses un chevreuil et tu es un chevreuil, tu es gagnant. Si tu rentres en forêt, tu chasses l'orignal, tu es un orignal, tu es gagnant. À l'orignal, on va faire le U. Si tu as des gibiers autour de toi, ils vont se sentir en sécurité. Soit si tu es dans le teint du rut, ils vont être excités de venir voir parce qu'ils ne connaissent pas le congénère, ils veulent le connaître. Fait que c'est toujours bon de s'annoncer à des heures différentes, pas toujours être routinier. Fait que on s'annonce avec les sons d'animal qu'on veut chasser, qu'on veut prélever. Moi, j'ai passé ma vie dans le bois. L'été comme l'hiver, puis tout. J'ai couru les bois, j'étais un coureur des bois, j'étais un trappeur à la base. C'est tout le trappage m'a amené beaucoup à connaître le gibier, beaucoup. À voir les traits, à aller aux bons endroits pour voir le gibier,
les dortoirs de gibier. Le trapage est une grosse base sur mes connaissances aujourd'hui. Un petit truc quand on va à la chasse au chevreuil ou à l'orignal. Vous travaillez avec les vocalises, soit sur la peau, ou à la main, ou à la bouche, à l'orignal, au chevreuil avec des appos. Et faites-vous un scénario, et prenez le temps de le faire. Le scénario, tantôt, vous m'avez vu faire du rattling grunté. Avant, j'ai fait la femelle qui demande un mâle, qui demande un mâle. À un moment donné, il y en a rentré deux, puis se sont confrontés. Tout petit scénario comme ça, toutes ces petites choses-là, ça va, que vous allez comprendre, ça va vous mettre en confiance. Puis la clé du succès va être là. Travailler avec le chevreuil, l'orignal, le nœud. Quand il entend des sons, il vocalise, puis s'il y a de quoi qui lui rentre dans le nez qui lui plaît, vous allez être gagné. On reste à l'affût. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme reportage. Je connaissais pas du tout comment on faisait ça, des appos pour la chasse. Oui, c'est le fun de voir ça, faire des calls manuellement comme ça, que c'est pas produit à la chaîne. Vraiment, c'est un artiste. Oui, oui, vraiment, c'est tout fait à la main parce que toutes les plus grosses compagnies, j'imagine, comme tu dis, ça doit être fait un petit peu plus à la chaîne. C'est fait plus rough et plus vite. Oui, c'est le fun. Il va être vraiment bien ajusté là, pour la chasse qu'il y a à faire. Ah non, c'est vraiment bien. Oui, puis ce qui est le fun avec des calls comme ça, ben écoute, quand tu arrives dans des secteurs que la pression de chasse est plus élevée, puis peut-être que ça peut te démarquer. Parce qu'aujourd'hui, au Québec, on ne se fera pas de cachette. Là. Il y a beaucoup de monde qui chasse. Là. Fait que le gibier, je dis toujours, le gibier s'adapte, là, il s'adapte très bien au call. Fait qu'on s'en va dans un secteur que la densité de personnes est très élevée. Ben, les animaux sont plus silencieux, on pourrait dire. Oui, ils sont plus silencieux. Puis aussi, en même temps, ben, comme tu dis, et eux autres, ils vivent ensemble à l'année dans le bois, là, fait qu'ils connaissent aussi les individus qui ont quand même sur leur terrain, là. Je peux donner comme exemple en Gaspésie, nous on a beaucoup d'orignaux, mais les orignaux ça a beau quand même avoir un gros secteur, ils savent comment ils sont sur le territoire, puis drôlement à l'ouverture de la chasse, il y a 2000 nouveaux orignaux qui arrivent en même temps, puis qui se mettent tout à caler. Ouais. Puis, fait que non, c'est sûr que, comme tu dis, ça permet des fois de se démarquer un petit peu. Puis, exactement, oui. Ouais. C'est bien plaisant pour ça. Ah oui, pour le chevreuil, comme tu disais. Chevreuil et l'orignal. Le monde sont tellement informés aujourd'hui avec les techniques qu'à un moment donné, le gibier s'adapte. Peu importe ce qu'on fait dans la chasse avec le temps, le gibier fait toujours par s'adapter. Oui, exact. Même dans le volume. Des fois, on peut caler fort avec des cales aussi, mais des fois, exemple à l'orignal, tu cales juste un petit peu moins fort, plus faible, ou des secteurs que je pense qu'il y a beaucoup de loups. Aussi, j'entendais que des fois, les orignaux, ça avait tendance à même ne pas caler du tout. Il faut être plus discret. Fait qu'il faut s'adapter. Non, j'ai bien aimé là, voir le reportage de Rémi, c'était intéressant. Là. Oui. Et c'est-tu dans le même domaine au niveau des oiseaux? Moi, je connais pas les oiseaux. C'est-tu pareil? Quand on cale, faut-tu trop caler ou passer? Je le sais pas. Je te dirais qu'il n'y a pas un matin là, qui est exactement pareil. C'est vraiment différent à toutes les fois. On va le voir vraiment avec les habitudes des oiseaux. Justement, je pense que Rémi voulait concevoir aussi des appos là, pour le canard, pour l'outarde, tout ça. C'est vraiment, j'en ai amené justement, moi j'ai amené mon collier ici aujourd'hui, fait qu'on voit vraiment différents modèles de cales là, que moi j'utilise. Ici, on a un appôt pour la bernache. On a un appôt ici qui est pour le canard. Ici, celui-là aussi, il est pour le canard. Avec celui-là, je l'utilise pour faire des petits cris de wood duck. Des wood duck, ça, des canards branchus. Ça fait pas beaucoup de bruit. Souvent, ça va faire juste un petit quand ça s'en vient. C'est plus discret. Oui, c'est très discret comme oiseau. Fait que des fois, en même temps, tu peux faire un canard qui barbote. Puis souvent, les canards, c'est très réactif au call. Là. Fait que c'est le fun. Ça fait des beaux spectacles. Des fois, t'es call puis ça te répond. Ou même, t'es même pas vu encore puis t'entends des canards dans le ciel. Là. Fait que est-ce que chaque espèce de canard a plusieurs sons? Comme le canard, si on prend le canard malheur, est-ce qu'il y a plusieurs sons que tu peux faire ou c'est vraiment pas mal toujours la même chose? Oui, il y a quand même beaucoup de sons différents qu'on peut faire. Ça sonne quand même assez fort, fait que là, présentement, je vais vous montrer celui-là ici. Comme je disais, les canards barboteurs, des mallards, ça va en faire aussi, mais quand c'est dans l'eau, souvent, ça va faire un genre de... T'entends, les canards, c'est des bruits qu'ils vont faire, puis ça attire les autres. Fait que comme je vous disais tantôt, exemple, celui-là pour le wood duck, ou même si c'est pas nécessairement du wood duck, tu peux le faire aussi, puis les autres canards ont quand même tendance. Tu fais un petit...
Oh, excusez, j'ai manqué la le note, deuxième. Une fausse note. Oui, exact. Mais les canards, c'est beaucoup moins. C'est pas comme au chevreuil que tu manques ta note. Tu as plus de marge de manœuvre. Oui, exact. Puis c'est un bon moyen de se pratiquer aussi. Moi, quand j'ai commencé à chasser la sauvagine, c'était jamais moi qui calais parce que j'avais peur de scraper le spot ou de mal faire ou de pas faire un bon bruit. Puis finalement, ben, regarde, c'est en se pratiquant aussi qu'on devient bon. C'est vraiment comme ça qu'on apprend. Puis c'est sûr que chaque call, comme Rémi l'expliquait, chaque appôt a vraiment sa tonalité aussi. Là. Fait que c'est à chaque personne de... Il faut que tu en essayes plusieurs aussi. C'est un peu comme une paire de bottes. Là. Toutes les appots sont faites de manière différente. Des appots qui sont en plastique fera pas le même bruit qu'un appôt qui est en bois non plus. C'est toutes des petites lames en dedans là, qui sont ajustables. Puis il y en a des fois qui sont plus durs que d'autres. Fait que quelqu'un qui débute, j'irais avec un appôt un petit peu plus d'entrée de gamme, comme celui-là que j'ai ici, qui est assez facile à utiliser pour tout le monde. On met notre doigt là, pour changer, pour caler puis changer un petit peu le son que ça sort. Tu mets ta main au bout aussi, fait comme ça, tu peux moduler un petit peu les sons. Mais c'est un appôt qui est facile là, à utiliser pour un débutant. Oui, parce que c'est ça, c'est pas, tu pars pas demain matin à la chasse avec ça, avec le cadre que tu n'as pas pratiqué. Ah non, puis tu sais, souvent, il y a plusieurs gammes de prix aussi. Fait que souvent, quand on tombe dans des calls un petit peu plus hauts, c'est plus pour les gens qui sont un petit peu plus avancés puis qui savent déjà manier l'appôt parce que vous allez arriver. Ça prend beaucoup de souffle. Tu sais, on s'imagine pas ça, là, mais ça demande vraiment beaucoup de souffle d'être capable de caler en permanence. Donc, là-dessus, c'est ce qui... Ça, moi, c'est ceux-là que j'aime bien utiliser. On varie là-dedans. Des fois, on est deux à caler. Fait que moi, je fais un call de canard, puis mon ami, lui, il a pas exactement la même mentalité, ou la même tonalité, excuse-moi. Fait que là, ben, ça fait comme plusieurs canards qui seraient ensemble. Fait que ça, c'est vraiment bien. Du côté de l'outarde, il y a des matins que les outardes sont très, 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 premièrement, réactives. Au call aussi, c'est vraiment comme ça là, qu'on va les attirer. Ici, j'ai amené une poco qu'on appelle, ou une hunker. C'est, dans le fond, c'est vraiment une grosse outarde. C'est pas toutes les aplats qui sont faites comme ça. Des fois, on la traîne, des fois, on la traîne pas. Ça dépend un petit peu d'où est-ce qu'on va s'installer. Mais ça, c'est une outarde qui est beaucoup plus grosse que les autres aplats. Puis ça permet aux outardes de les voir de plus loin aussi. Fait que des fois, ils sont super hautes. Ils vont visualiser quelque chose qu'ils aiment de loin. Puis justement, ils vont être capables de venir descendre sur le bord du champ là, plus facilement. Puis avec les calls aussi, des matins qu'il y a beaucoup de vent ou des choses comme ça, ben, le call est porté à aller beaucoup moins loin aussi. Fait que de visualiser, il existe des flags qu'on peut... ça, j'aime bien utiliser. Des effets visuels. Oui, c'est ça. Eux autres, ils aiment ça, le mouvement, ces choses-là. Là. Pour l'outarde, c'est un petit peu moins touché. Puis on a le droit d'utiliser toutes sortes de calls, mais on n'a pas le droit, par contre, là, les calls électroniques, ces choses-là, c'est simplement pour loi blanche. Okay. Ouais, c'est très important là, quand même de vérifier les différentes réglementations. Fait que je te remercie, Jason, pour ta chronique là, sur les différentes caméras. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je tiens à remercier Rémi Boily pour son reportage sur les appots et comment les utiliser. N'oubliez pas, on reste passionné et quoi qu'il arrive, on reste à l'affût.